j'espère que tout le monde a bien déjeuné. Et j'aurais pas mieux introduit ce sujet. Donc effectivement, je vais vous présenter un univers que je côtoie depuis 10 ans. Je vais d'abord me présenter, parce que c'est vrai que peut-être peu me connaissent. Et donc je vais présenter aussi mon parcours qui est singulier. Et après, on va arriver sur l'animisme. Et en fait, pourquoi ou comment l'animisme peut effectivement être une base utile pour aujourd'hui changer notre économie, changer notre façon de vivre, changer pas mal de choses. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ce titre que je trouve assez affirmatif. Le futur sera animiste, pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Sur la photo, c'est moi, avec mon premier tambour et mon premier costume. Donc, c'est une d'Artagnan. J'ai travaillé pour 60 marques, parce qu'en fait, avant d'être chamane, j'ai eu une vie professionnelle et corporate comme vous. J'ai été planeur stratégique en agence de pub chez TBWA, donc je suis une spécialiste de la marque, une spécialiste des insights, de la prospective. J'ai passé pendant un long moment chez TF1 où j'ai monté avec les équipes le Big Data. D'ailleurs, le schéma directeur, c'est Octo qui l'a fait en 2015. On a touché aussi à pas mal de POC en intelligence artificielle, et j'ai aussi, et ça c'est large dans mon CV on va dire, au droit IP, donc Intellectual Properties. Je suis autrice, j'ai écrit un premier bouquin sur ce parcours singulier chez Mama Édition, Dans le noir on voit mieux. Et j'ai fondé 2 sociétés. La première, Beau, qui se prononce Beau et pas Bou, parce que c'est B-O-Tréma, donc est une société qui fait des produits naturels de santé à base de médecine traditionnelle mongole, qui est Nagoya Compliant, et les produits, les plantes qu'on utilise sont consacrées. Et la deuxième qui s'appelle Anima, qui est une société de conseil qui va accompagner en tout cas les entreprises à infuser les cultures ancestrales du sol au plafond. Et j'ai aussi pour habitude de dire que j'ai 18 enfants, parce que j'ai un orphelinat, je suis marraine d'un orphelinat en Mongolie, et on va essayer de monter jusqu'à 108. Et donc vous l'avez bien compris, entre-temps, pendant que j'étais chez TBWA et TF1, j'ai vécu une aventure un peu hors norme, puisque je suis chamane. Donc ça, c'est comme je vous le disais, c'est mon premier costume avec mon tambour. Alors, souvent, il y a 2 questions. La première, c'est quoi chaman? Et la seconde, c'est comment tu es devenu chaman? À la première, j'ai fait une job desk. Comme ça, je me dis, on reste un peu dans le corpo. Chaman, c'est d'abord en Mongolie. Chaman est un mot mongol ou un mot tangouz de cette région-là du monde qui est celui qui va intercéder dans le monde des esprits. Donc on est choisi par les esprits, on ne choisit pas d'être chaman. Du coup, on veut bien vouloir se faire incorporer, on ne dit pas trans, on veut se faire incorporer par des esprits qui nous auront choisis. Donc là, c'est ce moment un peu tricky où on fait rentrer un carré dans un rond. Apprendre à les maîtriser et à collaborer, à travailler en équipe, rapporter des messages par l'entremise de ces esprits. Donc on parle de monde visible, invisible. On peut intercéder à un moment donné auprès du grand CEO qu'on appelle nous Tengri, le grand ciel père. Et on va réparer depuis le monde invisible tout un tas de divers maux des humains. Donc ça va aller de la possession, cas de suicide, poisse, malheur sur les lignées familiales, certains cas de maladie, protection, prospérité. 10 ans d'expérience minimum requise, une filiation ancestrale et familiale est plutôt recommandée. Mort ou folie peuvent vous guetter, c'est génial comme job. Et il n'y a aucune prime de risque. Voilà. Et moi j'ai signé pour ça. Je suis contente. Et surtout, c'est comment j'ai été reconnue chamane. L'histoire remonte en 2011, donc ça remonte déjà il y a un moment. On est aujourd'hui en 2023, j'ai 43 ans. Si ça passe, voilà. Donc en 2011, et donc c'est avec le recul que je me rends compte, 2011, 2012, 2013, à la même date, il m'arrive des trucs un peu hallucinants. 2011, je dévale les escaliers en marbre, je me casse la vertèbre. 2012, à la même date, je fais un énorme burn-out, je suis paralysée du côté gauche. Je suis jeune, j'ai 32 ans. 2013, je passe à ça d'un cancer, et là, je prends du recul, je me dis, oh ma fille, on va se calmer, parce que normalement, c'est l'heure de faire des enfants, et c'est pas trop l'heure de s'amuser comme ça. Et ces épreuves font que je vais faire un peu le ménage par le vide, et puis je vais me poser un peu des questions. Et là-dessus, j'ai un couple d'amis qui, à ce moment-là,
on est en 2013, vont partir aux États-Unis avec leurs enfants. Et je me dis, bah, tiens, c'est peut-être le moment de partir en vacances avec eux. Et ils me disent, non, non, mais nous, tu sais, on est chaman Shipibo, on apprend avec les Shipibo depuis super longtemps, on prend de l'ayahuasca. Alors, moi, c'est pas du tout mon truc. Alors, pas du tout. Et je leur dis, oui, bon, c'est bien votre truc d'ayahuasca, mais je vous accompagne. Moi, j'ai envie de manger des hamburgers, j'ai envie de visiter New York, j'ai envie de visiter Los Angeles. Faites vos cérémonies, c'est super, mais moi, je ferai mes trucs à côté. Et on part effectivement aux États-Unis, et je suis quand même un petit peu curieuse, et j'essaye une cuillère à café d'ayahuasca, dans un contexte où je suis accompagnée avec des personnes où ça fait 15 ans qu'ils travaillent avec des Shipibo, qui est une tribu donc une tribu qui est au Pérou, et qui travaille avec un curandero, parce qu'on ne dit pas chaman. Et je vois des images sur les 10 prochaines années de ma vie, et je me dis, ah, c'est quand même assez étonnant. Et ce qui se passe après, c'est que je rencontre ce fameux curandero, et qui me dit, désolé pour mon espagnol, je suis peut-être un peu meilleure en anglais, hija mía, soy yo quien te enseñara todo. C'est moi, ma fille, qui vais tout enseigner. Et je lui dis, bah écoutez, merci, au revoir, mais c'est pas pour moi. Et je lui dis non. Je passe mon tour. Sauf qu'en passant mon tour, je rentre chez moi, à Paris, et commence franchement des nuits assez agaçantes, puisque je n'arrive plus du tout à trouver le sommeil. Ça chuchote la nuit, je suis réveillée, on crie mon prénom, je suis vraiment dérangée et surtout, je me dis, ok, c'est pas Buffy contre les vampires, mais je me dis, je suis possédée, je vais aller voir une dame qui va aller m'exorciser. Donc elle fait son exorcisme, et puis ça fonctionne pas du tout. Donc je me dis, bah, j'ai 33 ans, je sais pas, je suis peut-être en train de passer une épreuve un peu psychotique, je vais peut-être devenir schizophrène, c'est peut-être ça en fait le truc. Donc je vais voir une psychiatre. Et la psychiatre, elle me rit au nez. Elle me dit, non, pas du tout. Je pense que tu devrais, Céline, rentrer chez toi, calme-toi 2 minutes, fais de la méditation. À l'époque, en 2013, je ne faisais pas du tout de méditation, j'étais dans des sports d'impact, je faisais de la boxe, du crossfit, je courais, la méditation c'était un truc où il fallait se poser 2 minutes, c'était pas mon truc. Mais je suis quand même curieuse. Donc je rentre chez moi, je tape sur YouTube méditation, je tombe sur un truc avec le bruit de la rivière, je m'allonge dans mon lit, et puis le bruit de la rivière remplit la salle, la pièce, ma chambre en l'occurrence, puis la rivière est sous mon lit, et puis je deviens l'eau. Be water, my friend. Là je me dis, il y a quand même un truc. Et surtout, là, je vois un jeune homme en face de moi, mais vraiment, je peux le toucher. Je me dis, ok, il a l'air assez jeune, il a l'air d'avoir 17-18 ans, il a la coupe rose, il a la peau vraiment brunie par le soleil. J'essaie d'identifier d'où vient ce jeune homme. Il porte un costume que je connais, qui est mongol, qu'on appelle un del, bleu. Et il me dit, ça passe, nous t'attendons. Et je me dis, bon, ok, nous t'attendons. Un jeune homme qui a l'air forcément d'être mongol, il m'attend. Ou comment, je ne sais pas, bon, je laisse couler le truc. Et puis un jour, j'arrive au bureau, j'ouvre mon ordinateur, j'ouvre Facebook, et je tombe sur cette photo. Et en fait, j'ai une amie à l'époque qui était en train de tourner un documentaire pour France 5 en Mongolie, et qui poste cette photo de fin de tournage. Et je lui dis, mais attends, mais c'est un truc de ouf, parce que le mec que j'ai vu, désolé, mais c'est lui. Elle me dit, lui là? Mais lui, c'est le protagoniste de mon documentaire, il s'appelle Shin Bayar, il est chaman, il habite en Mongolie, il habite d'ailleurs à Zunara, qui est une petite province au nord de Oulan-Bator. Et là, je reste un peu scotchée, je me dis, c'est quoi l'espèce de continuum temps là, entre ce qu'on voit dans des visions et la réalité vraie? Je n'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse, donc... Et puis j'allais lâcher l'affaire, et cette amie me dit, tu sais, je connais bien la Mongolie, tu sais, les gens ne s'écartent pas, vont à l'encontre de... Enfin, il ne faut pas aller à l'encontre de son destin, pardon, il faut y aller. Tu devrais prendre un billet d'avion et tu devrais aller voir par toi-même Shin Bayar, peut-être qu'il a la suite de l'histoire. Et je l'écoute, je lui dis, ok, pourquoi pas, je vais y aller. Et j'arrive en Mongolie. En Mongolie, on écoute mon histoire attentivement et on me dit bon,
Nous, on ne veut pas de problème. Hein. On ne veut pas que pendant qu'on t'emmène à Zunahara, il y a des pneus qui crèvent, etc. Hein, petit chat noir. Donc on va te faire une cérémonie de la route blanche, la cérémonie qui te permet de vraiment protéger ton voyage. Et puis tu vas la faire avec Rangsook. Rangsook, il est chaman d'une tribu qui s'appelle les Dalrat. Les Dalrat sont au nord de la Mongolie et ils considèrent qu'ils sont vraiment les détenteurs du chamanisme. C'est toute cette zone un peu Tuva, Dalrat, Sibérie. Et en fait, pendant cette cérémonie, on est au bois sacré, on est à l'est de Oulan-Bator, au milieu de nulle part, et les esprits de Rangsook lui disent « elle est chamane, elle doit devenir chamane ». Là s'ensuit, après cette cérémonie, tout un échange, et moi je me dis « bon, bah, comment, ok, d'accord, comment on devient chamane ?» Moi déjà j'ai mon esprit au rayon développement personnel à la FNAC, et il me dit ah, ça ne marche pas comme ça chez nous, hein. Pas du tout. Il va falloir te faire des allers-retours, déjà. Et on apprend, c'est de l'oralité, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des millénaires. Donc je vais t'apprendre. Et donc Rangsook deviendra mon premier professeur. Parce que j'en ai eu une seconde. Une fois que Rangsook, effectivement, a fini de m'apprendre pas mal de choses, le hasard a fait que j'ai rencontré la route d'Enketuya. Enketuya est une chamane tsatan, ou Tuva, ça dépend comment... Voilà. Des éleveurs de rennes au nord de la Mongolie. Dalrat et Tsatan vivent exactement dans la même province. Il y a 12 provinces en Mongolie, c'est la province Khosvol. C'est là où il y a un lac que j'appelle le bébé lac Baïkal, puisque c'est identique quasiment. Et maintenant, je vais vous présenter mon bureau. Alors, je ne sais pas si j'appuie, est-ce que ça fait play? Ouais. Ça, c'est mon open space. Il est au nord, il est au bord du lac. Alors, chaque petit tipi que vous voyez s'appelle un ovo. Un ovo, ça veut dire grand-père en mongol. Et chaque ovo appartient au chaman du clan d'Enketuya. Enketuya, elle a 66 ans. Elle est chamane depuis l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, nous sommes une dizaine de chamanes avec elle. Le clan est quand même assez élargi, il doit y avoir 100 personnes. Et on peut rentrer dans chaque ovo pour prier, se faire protéger. J'ai mon ovo là-bas. Si vous vous posez la question, Corinne Sobrin a aussi son ovo chez Enketuya, puisque nous avons la même professeure. Et on décore nos ovos avec des tissus qu'on appelle des haddak. Il y a toute une histoire sur ces tissus de prière. Et on peut, chaque chaman décore son ovo avec des costumes. Moi, le mien, il est dedans. Il y a le premier tambour que vous avez vu, je l'ai fissuré en deux lors d'une cérémonie. Il est là-bas. Il y a le feu, et puis voilà, ça prépare. Mais il y a quand même eu un moment, ce qu'on appelle un momentum, une épiphanie, et cette épiphanie, qui a changé radicalement ma vie et radicalement ma façon de voir le monde, elle s'est passée tout au début avec Rangsook, sur la première cérémonie où j'ai reçu mon costume, mon tambour, etc. Ce sont des cérémonies un peu spécifiques. Et j'étais dans ce bois sacré avec Rangsook, j'étais vêtue de mon costume, de mon masque, j'avais mes bottes de chèvre, j'avais mon gros tambour et tout. Ça faisait déjà 2 heures, je crois, que j'étais en incorporation, c'est assez long. Et là, je vois mes doigts, mais vraiment, partir en 1000 milliards d'atomes. Et ces 1000 milliards d'atomes rejoignent un espèce de grand tout, avec cet arbre qui est immense. Et l'ensemble a l'air de me parler sans me parler. J'ai l'impression de décoller du sol de 50 cm. Et je me rends compte que tout est un et un est tout. Et là, je me dis, mais c'est assez fou. Alors, je prends des pincettes, parce qu'à chaque fois, on me dit, le chamanisme, est-ce qu'on prend des choses? Non, on ne prend rien en Mongolie. Donc, ce moment très particulier, quand je redescends, franchement, ça me marque. Je ne vois plus la nature de la même manière. C'est comme si j'étais rentrée... Vraiment, je suis rentrée dans la matrice. Je suis Néo. Franchement, j'ai l'impression d'être Néo à ce moment-là. Et je me dis que si tout est un et un est tout, il n'y a pas que moi. Le monde entier est comme ça, et si je peux le vivre, les gens peuvent le vivre aussi. Être chaman, c'est une chose. Mais vivre ça, je pense que pas mal de gens peuvent le vivre aussi. Et ça a un mot, ça s'appelle l'animisme. L'animisme, ça vient du latin, anima animus. Ça veut dire le souffle de vie. Alors, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas Philippe Descola, qui a très bien défini l'animisme, le totémisme, le naturalisme. Je ne suis pas Charles Stepanov non plus.
Je suis juste Céline et j'ai un point de vue effectivement interne de la question. Et l'animisme veut qu'en chaque chose, que ce soit des humains ou des non-humains, des arbres, des montagnes, des rivières, des cailloux, des animaux, que tout ça soit animé d'une âme et que toutes ces âmes soient interconnectées entre elles, car elles portent toutes en elles un élément du sacré. Personne n'est l'isoloir du sacré, nous sommes tous. Et s'il y avait vraiment 3 mots à retenir, ça serait âme, lien et sacré. C'est ça d'abord qu'on va d'abord définir sur ce deuxième tiers, l'âme. Donc ça, c'est cette fameuse d'ailleurs cérémonie. Je suis là, on est relié par ce fil avec Rang Suk. C'est là où franchement je m'en suis pris plein la tête. L'âme. Déjà, rien que cette photo, on passe d'un objet inanimé, d'un tambour inanimé, d'un costume qui est fait de tissu, à quelque chose d'animé. Donc il y a quand même un moment où on passe, cette cérémonie fait passer les objets de inanimés, inertes, à quelque chose de animé, de vivant, où je crée un lien. Après ça, d'ailleurs, j'ai beaucoup touché mon costume pendant des années, avec vraiment une ferveur et avec beaucoup d'amour. Mais une âme, ça peut être un lieu. Alors, peut-être que vous reconnaissez l'île Seguin, avec au fond la cité musicale. L'île Seguin, elle était titrée par les journaux comme l'île maudite. Il n'y a personne qui arrivait à acheter la pointe Est. Il y a LVMH qui a tenté, ça a foiré. Martin Bouygues a tenté, ça a foiré. Puis il y a un groupe, le groupe qui fait le Grand Paris, M. Jury, qui l'a racheté et puis qui m'a demandé de faire une cérémonie parce que le lieu est habité, le lieu a une âme et donc il faut parler à ce lieu. Donc il y a quand même des gens qui sont très ouverts sur la question. Donc ce que j'ai fait pendant 3 jours, c'était au solstice de l'an dernier, vous voyez là sur le pont qui a l'air d'être un pont Eiffel, c'est que j'ai fait construire des totems qu'on retrouve au lac Baïkal, parce qu'il y avait une âme qui bloquait le pont, donc qui bloquait tous les projets. Et puis c'est une île qui est quand même chargée, c'est une île qui appartenait à l'entreprise Renault, puis il y a quand même une sacrée histoire autour de Renault avec la Première Guerre mondiale, la construction d'armes, et d'ailleurs on avait enlevé l'entreprise à M. Renault qui est devenue une entreprise étatique. Et puis j'ai construit un haut-vau, j'ai fait cette cérémonie, et après ça, ça a fonctionné. Vous pourrez en 2025 aller faire un tour à la Fondation d'art contemporain sur cette île. Alors j'ai essayé de définir à chaque fois l'âme, le lien sacré. Donc j'ai fait une petite slide corporate des familles. Et pour moi, l'âme, c'est vraiment le savoir-être au monde. Pour comprendre que tout a une âme, il faut d'abord lâcher prise. Il faut lâcher tout ce qu'on sait. Ensuite, il faut accepter d'être dans une nouvelle posture. Et enfin, il faut se mettre dans un nouveau référentiel. Donc, on fait voler en éclats un peu ce référentiel et on vient intégrer de nouvelles valeurs. Donc vraiment, avoir des valeurs, ces valeurs-là, c'est tout un savoir-être. Mais je prends des pincettes en disant que ça, vous pouvez le faire aussi dans un cadre expérientiel. Parce que c'est vrai que si vous êtes chez vous et que vous dites « Ok, là, je veux savoir si je veux être animiste, je lâche prise, je suis en posture référentielle », ça ne marchera pas forcément, il faut quand même avoir un cadre très expérientiel. Ensuite, il y a le lien. Ça, c'est Shin Bayar, avec sa maman, et sa sœur qui sera en PLS si elle voyait qu'elle était en pyjama ici. Le lien qu'on a entre Shin Bayar et moi. Moi, j'ai 33 ans en ce moment-là, il en a 18. Une nana de Paris qui vient le voir pour lui dire « Excuse-moi, j'ai besoin de la suite de l'histoire parce que je ne dors pas ». C'est quand même étrange. Mais suite à ça, en fait, ça a été vu comme quelque chose de bon augure, de porte-bonheur, et nos trajectoires de vie ont été percutées dans le bon sens. Mais c'est aussi des liens très étrange. Et là, je vais vous raconter une histoire qui m'a été contée par le producteur de Koh-Lanta, qui est un ami, Matt Matters. Et je trouve cette histoire fabuleuse et j'ai envie de vous la partager. Matt, il a un couple d'amis. Et ce couple d'amis part en Australie, Océanie, dans cette zone. La femme part voir les aborigènes pour filmer les cérémonies
des aborigènes. L'homme part filmer les baleineaux, la naissance des baleineaux, donc il est au large, il est loin. Donc on est vraiment sur la terre, la mer, et on est à des kilomètres de distance. Quand ils reviennent, ils comparent leur carnet de bord et ils s'aperçoivent que, en tout point, correspondent à l'heure près. Lorsque la cérémonie des aborigènes culmine, c'est la naissance des baleineaux aussi. Et là est le lien. Et un autre lien, un peu étrange, qu'on étudie avec une anthropologue de la chaire d'anthropologie du Collège de France, qui s'appelle Sophie Glaise, qui est sous Charles Stepanov, parce que au début, j'ai un inconnu qui m'a dit j'ai rêvé que tu faisais une cérémonie, et puis ça m'a apaisé. Bon, ok. Puis un deuxième, puis une troisième, et puis 30, puis 40, puis 50. Et là, je dis à l'anthropologue, c'est pas normal. 50 personnes qui rêvent que je fais une cérémonie, moi je fais les 3-8. C'est pour ça que le matin, quand je suis réveillée, je suis fatiguée. Et elle a cette explication de dire qu'en fait, le chaman s'inscrit comme Enketuya avec son clan, mais comme je suis en Occident et que je m'inscris dans un environnement un peu individualiste, peut-être qu'on est en train de refaire ce clan sur un autre plan. Ça, c'est son explication, et donc une explication du lien. Le lien, c'est le savoir-faire. C'est étrange. Mais d'abord, pour faire le lien, j'ai un boss chez TF1 qui me disait « Céline, désilote ». D'accord, je désilote. Et après, une fois qu'on a désiloté, on peut interconnecter. Et une fois qu'on interconnecte, surtout, ça veut dire qu'on peut coopérer dans tous les sens. Et une fois qu'on coopère et qu'on sait comment on va coopérer, eh bien, on sait nos missions et on peut y aller. Et enfin, c'est le alors, âme, lien, sacré. Là, on est dans une forêt au Nigeria, la forêt d'Awson. C'est assez drôle parce qu'il y avait un article assez bien fourni sur Yale Environment d'un journaliste qui disait que les derniers bosquets sacrés participaient justement à la sauvegarde des biodiversités. Le sacré vient en contradiction de profane. D'ailleurs, Mircea Eliade a écrit un super bouquin sur le sacré et le profane. Le sacré, il y a un peu de peur derrière, donc on n'a pas envie d'y aller. D'ailleurs, c'était tout l'argumentaire de cet article dans Yale Environment qui disait que peut-être il faudrait avoir un peu peur pour ne pas détruire la nature. Je trouvais ça intéressant. Ailleurs, dans le monde, on est à Chiang Mai, Thaïlande, il y a 2 mois. On me demande de ritualiser une ferme régénérative. Première chose, je vois que la maison des esprits qui habitent, enfin il y a des maisons des esprits partout, hein, dans les hôpitaux, dans les restaurants, je vois qu'elle est cassée, donc je demande qu'on la refasse. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle, pas une ritualisation, ni un rituel, ni une cérémonie, mais on fait une ordination. Donc il y a le moine du village qui vient, le chaman, que je vais appeler chaman pour un mot générique, mais ça s'appelle un reci, qui va venir aussi, et on va faire l'ordination de la forêt, de la ferme et de ce qui compose la ferme. Donc on va prendre du curcuma, de la citronnelle, des mangues, et on va faire une grosse cérémonie. Là-bas, ça passe comme du petit lait. Là-bas, les gens se rassemblent autour du moine du village pour faire des ordinations de forêt. C'est très, très commun. D'ailleurs, on va encore nouer, on a toujours ce jeu de tissus. On va nouer ces tissus orange, donc qui sont plutôt bouddhistes d'ailleurs pour cette couleur, sur les arbres. Et donc on va consacrer cette ferme. D'ailleurs, pendant ce voyage, je me suis dit, parce que j'entendais ce matin les speakers, et je me suis dit pendant ce voyage, tiens, c'est marrant, je suis chaman for commodities. Demain, on va me demander de faire de la ritualisation pour le sucre, pour le blé, pour les forêts. Et le sacré, c'est vrai que ce film résume un peu cette pensée animiste, avec Ewa, qui est cet arbre sacré, qui va rassembler toute la communauté des avatars, qui va rassembler le clan, qui va porter les ancêtres, qui les porte sur elle et qui porte la connaissance, etc. Donc c'est sanctuarisé, c'est sacralisé, c'est respecté. Il y a un lien avec tous. D'ailleurs, ils se connectent avec leur fameuse queue sur Ewa pour se connecter à la Terre. Alors là, il faut s'accrocher un tout petit peu, si on a déjeuné, parce que le sacré, c'est le savoir. Pourquoi ? Parce que
dans tous les clans, dans toutes les communautés, il y a un mythe cosmogonique. La cosmogonie, c'est la création du monde. Et le monde est toujours à peu près créé de la même manière. Il y a un ciel, il y a une terre, ils se rencontrent, pouf, ils font la vie. Mais surtout, et globalement, il y a toujours aussi un arbre cosmique, qui peut se comprendre de manière symbolique, puisqu'un arbre va faire la jonction entre le ciel et la terre, la jonction avec la terre avec les racines, et le ciel avec la cime. Et un mythe cosmogonique, il a 3 temps. Il a un début, le mythe fondateur, le non-temps, un milieu, on est en plein milieu, et une fin, les hommes ont chié le milieu, donc hop, le monde se termine, merci, au revoir, on rembobine. Il y a cet espace de non-temps, donc ce que je vous ai dit, on est au début effectivement du mythe cosmogonique, donc vraiment à la création, et donc on est dans un espace-temps, un non-temps, puisque c'est le temps zéro. On va rebrousser, on va dévider cette pelote effectivement de laine jusqu'à remonter jusqu'au temps zéro. Et d'ailleurs, c'est un récit commun. Ce qui est intéressant, c'est que les récits de cosmogonie dans les clans, les communautés, sont racontés à des moments précis. Ils vont être racontés, alors parfois, tout de suite aux enfants dans le ventre de leur mère, et puis à des âges clés, où ils vont être racontés à des rites de passage. Et surtout, qu'est-ce qu'on va raconter ? On ne va pas raconter que... Alors, on va raconter effectivement que dans le non-temps, la terre et le ciel se sont rencontrés et ont formé, ou tel Dieu a formé le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais ça permet au clan de comprendre l'origine des choses. Lorsqu'on comprend l'origine des choses, on sait d'où on vient. Et moi, je trouve ça assez intéressant puisqu'on a une vision commune. Ce qui me permet de redéfinir de manière très simple ce que c'est un chaman. Un prêtre archaïque animiste. Alors, je n'ai pas une tête de prêtre, mais on va revenir à l'origine des choses. Prêtre, presbytéros, d'accord, en grec. Donc, c'est l'ancien. Archaïque, archaïkos en grec, au commencement, animisme. Animiste, anima, en latin, le souffle. Au commencement, il y avait le souffle et c'était peut-être l'ancien qui connaissait ce récit. Et d'ailleurs, lorsque je fais une cérémonie, en fait, je recrée effectivement la création du monde jusqu'à arriver à ce non-temps. Et lorsque j'arrive dans ce non-temps, je connais l'origine des choses, donc je connais pourquoi les gens viennent et comment je peux régler leurs problèmes, puisque je remonte jusqu'à l'origine des choses. C'est ça, être chaman. Slide très corporate. Mission, vision, valeur, âme, lien sacré. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, attends, si on sait d'où nous venons, bah, normalement, on sait où on va. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'histoire qu'on est en train de construire. On ne sait pas trop où on va, on sait que si on continue comme ça, c'est pour ça que j'ai mis le petit graphique, si on continue comme ça, si tout pousse à la croissance jusqu'en 2050, oh là là, mon Dieu, on va tous mourir, ça ne va pas être très joli. En tout cas, nous, on va disparaître, mais le monde nous continuera. Et puis bon, c'est vrai qu'on a tous ce récit commun de l'hémidose, ce rapport qui a été commandé dans les années 70, qui a donné lieu au développement durable. Du coup, j'ai quand même un peu cherché sur l'animisme. Et je me suis dit, je ne suis pas toute seule, il y en a 400 millions. 400 millions d'animistes dans le monde. Alors, très bien, en introduction, on l'a dit, l'animisme, ce n'est pas que les peuples premiers, ce n'est pas que les peuples autochtones, c'est aussi, par exemple, au Japon, le Shinto. Lorsque vous voyez, par exemple, les dessins animés de Miyazaki, Mon voisin Totoro, la princesse Mononoke avec ses hordes de sangliers fous, et on va aller prier le dieu sanglier, ce qui était le cas déjà il y a bien longtemps. Et ces 400 millions, en fait, c'est 5% de la population qui vont préserver 80% de la biodiversité. 5-80, on n'est pas du tout sur Pareto. 5% qui préservent 80% de la biodiversité. Du coup, je me suis dit, attends, les cultures animistes, elles sont à la pointe des enjeux d'aujourd'hui. Pourquoi je dis d'ailleurs culture animiste alors que dans les médias, on entend peuple autochtone ? Les peuples autochtones, il y en a beaucoup, comme du coup, il y a beaucoup de TCE et TK. Il y a beaucoup de
traditional knowledge, il y a beaucoup de savoir traditionnel et il y a autant d'expressions culturelles traditionnelles. En revanche, le cadre commun à tout ça, c'est l'animisme. Et alors moi, je me suis fait un petit scénario planning. Je ne sais pas si vous connaissez le scénario planning. On tire abscisse ordonnée, on fait des probables. Et très très probable en haut qu'on devienne tous animistes, en bas très peu probable qu'on devienne animiste, très probable qu'on ait un impact sur le monde, peu probable qu'on ait un impact sur le monde. Et j'ai pris un cadran, j'ai dit attends, si demain nous étions tous animistes, est-ce que cela aurait un véritable impact? Et le premier, je me dis, en fait, il faudrait faire quelque chose en bottom-up et non en top-down. On est sur une gouvernance partagée. Ça, on est chez, je ne sais pas si vous vous souvenez, on est à Standing Rock, c'est les Sioux qui sont dans l'action. Donc c'est vrai que nous, les chamans, on est des zadistes, on est toujours en train d'être dans l'action. Et c'est d'autant plus vrai avec mon professeur, Rang Suk, qui lui-même s'est opposé à la venue d'une entreprise australienne qui voulait forer le sol à Moron, qui est une entreprise minière. On sait que la Mongolie a beaucoup de métaux rares. 2, nous les chamans, on n'a pas du tout le droit de creuser la terre. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait des cérémonies, avec le pied, on doit remettre dans le bon sens les modes de terre. Et à chaque fois qu'on doit ramasser quelque chose, on doit demander la permission. Ça ne nous appartient pas. Ça donne encore aussi à réfléchir sur la notion de propriété. Si on a une gouvernance partagée, je me suis dit, peut-être que ça soutient des ODD, 1, 2, 3, 4 et 16. Mais surtout, la gouvernance partagée, on le voit, les peuples autochtones sont invités à l'ONU. D'ailleurs, ils étaient invités en avril à New York. Peut-être qu'ils devraient être invités dans les comités COMEX et CODIA. Et puis, je me suis dit, demain, si on est tous animistes, ça veut dire qu'on a cette notion d'égalité. Et puis, on a plus de devoirs que de droits. Là, vous connaissez peut-être le travail de Valérie Cabanès sur le fait de donner des entités juridiques à des éléments de la nature. Là, c'est l'exemple qu'elle donne souvent, qui est Te Awatupua, qui est un fleuve maori, on est en Nouvelle-Zélande, et ils ont obtenu gain de cause puisqu'ils ont été effectivement dédommagés par le gouvernement à hauteur, je crois, de 250 millions de dollars, quelque chose comme ça. On vient soutenir 12, 14, 15 et 16. Et puis derrière, je me suis dit, attends, moi je suis dans une yourte, c'est rond, on voit passer la lumière, il y a quand même toute une symbolique derrière. Mais peut-être qu'il faudrait réfléchir à des modèles architecturaux vernaculaires qui vont vraiment épouser la nature avec des matériaux locaux, etc. Je vous ai donné un exemple qui est que j'ai trouvé édifiant dans un documentaire sur Arte qui s'appelle Le Pont aux Herbes, au Pérou, qui est un pont qui est construit une fois par an par les Péruviens pour relier 2 villages, donc c'est toute une aventure. Et avant de couper les herbes, on va faire une cérémonie pour demander la permission de couper l'herbe, et une cérémonie pour que tout se passe bien au moment où on devra traverser le pont, que le pont ne s'effondre pas. On fait 4, 8, 9, 11 et 13. Il y a un autre exemple qui m'a été donné par un ami à l'AFD que j'ai trouvé aussi génial. Il a rencontré un Algonquin. Les Algonquiens donc, sont des peuples qui ont vécu et qui vivent encore au Canada. Et ce monsieur s'est battu bec et ongle pour récupérer en fait la gestion de sa forêt. Parce qu'il a une scierie. Mais pas parce qu'il a une scierie et que derrière il fait de l'argent et qu'il y a tout un truc économique. Mais parce qu'il sait gérer sa forêt mieux que quiconque, les 5,80. Et surtout, il fait des cérémonies avant de couper les arbres. Ce qu'on retrouvait sur l'île de Sifos, en Grèce. Les bûcherons de l'île de Sifos, en Grèce, faisaient des cérémonies il y a bien longtemps avant de couper les arbres. Et peut-être que c'est ça qu'il faudrait dire à l'ONF. Sur les arbres remarquables qu'ils ont envie de couper, il faudrait faire des cérémonies avant. Vous vous souvenez de mon bureau ? Je me suis dit aussi que peut-être il faut changer notre rapport à la consommation si demain on devient tous animistes. C'est une scène qui a lieu il y a 2 ans, on est au solstice, vous voyez Nketuya qui est au milieu, et puis vous voyez beaucoup de rouge. Sur ces solstices, ça dure 3 jours. 3 jours où on se lève à 5 h du matin, on va faire les cérémonies à 6 h, il faut qu'on fasse les cérémonies avant le lever du soleil, toute la communauté est là, et donc comme il y a beaucoup de monde, on est à peu près 150, on tue des animaux et on tue des moutons. Alors c'est vrai qu'ici en Europe, on dit il ne faut pas manger de viande. Vous dites à un Mongol de ne pas manger de viande, il est en PLS, ça c'est sûr. Et ça, ils ont beaucoup de mal. Mais
Donc on tue ces moutons, d'ailleurs on les tue d'une certaine manière, les femmes ne doivent pas voir la mise à mort, puis après on doit, nous les femmes, utiliser les viscères, les hommes vont dépecer, enfin les rôles sont bien définis et peuvent se comprendre aussi de manière symbolique. Mais surtout, là où je veux en venir, c'est qu'une fois qu'on a fini nos 3 jours de grandes fêtes et de cérémonies, c'est qu'on retourne à la terre ce qu'on a pris. On a pris des animaux, on a pris la vie, on les a mangés. D'ailleurs, eux, ils me font manger les cœurs bouillis des moutons. Mais on fait revenir à la terre les os, le sang et les tissus, les haddaks rouges. Et on fait des cérémonies pour demander à la terre pardon, pour la remercier de nous avoir substantés, etc. Et donc, si on a un rapport à la consommation qui change, je me suis dit, peut-être que ça soutient effectivement des ODD, 1, 2, 3, 4 et 16 aussi. Si demain on est tous animistes, il y a aussi des techniques ancestrales que certains disent, tiens, il y a aussi les technologies anciennes. Et c'est vrai, là on est au Yucatan, au Mexique, avec un cénote. Le cénote servait à récupérer les eaux de pluie. Mais pas que, puisque c'était un endroit sacré et complètement interconnecté avec les hommes. On peut le comprendre, puisqu'on est assez sombre, donc ça va aller interconnecter le ciel avec, on va dire, les esprits du bas, qui ne sont pas négatifs, ça c'est la symbolique qu'on en a ici en Occident. Et puis je vous ai mis un petit bonhomme à côté, là, qui a l'air de lever les mains. Je ne sais pas si vous connaissez, on n'est pas si loin que ça, on n'est pas au Mexique, on est en France. Il s'appelle le sorcier, il est à la Vallée des Merveilles, à 2 heures de Nice, au-dessus, si vous avez l'habitude d'aller dans le 06. Et ce petit bonhomme, donc, qui est un sorcier qui est gravé dans la roche à 2800 mètres d'altitude, ils avaient pour l'habitude de le prier et la pluie tombait. Et d'ailleurs, on a remarqué, donc c'est un anthropologue qui a écrit une thèse dans les années 80, il a remarqué que ce même sorcier était gravé de la même manière au pays d'Ogon, au Mali, pour la même fonction, pour demander la pluie. Tout est interconnecté. Les techniques ancestrales, il y en a plein. On sait qu'aujourd'hui, on peut aller chercher l'ancestralité chez les peuples premiers. Mais derrière, il y a toujours aussi cette symbolique et de sacralisation. Donc on vient soutenir 4, 11, 13, 15 et 16. Autre sujet, si je peux avoir un toit, me nourrir différemment de manière animiste, est-ce que ça ne change pas aussi notre rapport à la santé ? Eh bien si, puisque d'ailleurs si on remonte, les systèmes de santé, ceux qui portaient effectivement la santé, c'était ceux qui faisaient des cérémonies, donc c'était encore les chamans qui utilisaient les plantes médicinales. Donc on peut se dire quelque part qu'il n'y aurait pas effectivement la santé telle qu'on la connaît sans les chamans. Et puis après la santé, effectivement, la médecine a évolué. Il y a beaucoup à dire sur le système sanitaire. La première, c'est que 80% de la population mondiale se soigne par les plantes. Ça, c'est la première. Que l'industrie pharmaceutique aujourd'hui pollue plus que l'industrie automobile. Que, je ne sais pas si vous savez, 60% des médicaments qui sont produits sont issus des plantes. 42% des médicaments contre le cancer sont issus des plantes. Que 3/4 des morts dans le monde sont la cause de maladies chroniques. Qui dit chronique dit qu'on pourrait faire du préventif. Là, c'est une photo, on est chez les nénettes, donc on n'est pas si loin d'ailleurs de là où je suis, de là où j'apprends. Et chez les nénettes, la chamane va rentrer dans le tipi au moment où la femme va accoucher pour relier la maman et son bébé avec des plantes, des fumigations, avec des plantes qui vont être du laurier, etc. Et puis, à la fin, je me dis, si demain, on est tous animistes, si on a commencé par une gouvernance partagée, on va aussi peut-être inonder le système éducatif. C'est assez intéressant, là, vous reconnaissez où on est. On est chez les Maoris, avec le haka. Et donc, il y a des écoles qui s'appellent, alors j'ai noté le Kura Kopapa, donc qui va aller insuffler les 6 philosophies maoris. Et puis ça peut se comprendre. Alors, par exemple, sur ce haka, la cosmogonie, c'est qu'il y avait le dieu soleil. Et le dieu soleil, il avait 2 femmes. C'est génial l'animisme. Donc 2 femmes, dame été, dame hiver. Et soleil fait un enfant à dame été.
Et en fait, cet enfant, qu'est-ce qu'il fait quand il fait extrêmement chaud et qu'on regarde de loin? Ça tremble. Donc tout est lié, tout a une symbolique. Et on peut aussi donner d'autres exemples. Par exemple, il y a des écoles forestières en Finlande. Je pense à des écoles qui vont faire qu'on appelle des câlins à des arbres, mais qui ont un autre nom. On le fait dès la maternelle au Japon. Il y a des écoles, effectivement, qui sensibilisent à tout ça au Costa Rica, etc., etc. 4, 3, 12. C'est le quintet, hein, dans le désordre, 13, 15 et 16. Ce que je me dis surtout, c'est que l'animisme, c'est un élément transverse du développement durable. Là où on a 3 piliers, finalement, on en a un 4e complètement transverse. Et le constat que je me fais, c'est ce que nous consommons, ou plutôt qui nous consommons et comment on le consomme, et pas, alors j'ai mis un hamburger, mais ça pourrait être parce que peut-être que j'étais affamée à ce moment-là, mais comment nous le consommons, donc comment je vais consommer pour faire mon habitat, hein, comment je vais consommer pour me vêtir, c'est donc d'une importance capitale et une importance cruciale. Et j'étais un tout petit peu plus loin en me disant, si c'est si important que ça, peut-être que ça rebat les cartes du business model. Et peut-être qu'il faut revoir, là où il y avait un business model Canva, puis après on a fait un business model régénératif, peut-être qu'il faut un business model rétributif ou animé. Et que là où on avait des ressources clés, en fait, ce n'est pas une ressource puisque c'est animé et c'est mon égal. Donc c'est peut-être un partenaire. Et si c'est un partenaire supplémentaire, peut-être que ça va influer sur mes coûts de structure. Et du coup, peut-être que ma proposition de valeur est différente. On revient sur cette dernière slide, corporate. Du coup, c'est vrai que âme, valeur, ça va être de l'équité, plus d'honnêteté, de la durabilité, de l'enseignement, de l'harmonie, de l'humilité, du respect, du collectif, de l'interconnexion, de l'action, du sens, de la coopération, de l'engagement, du récit commun et de savoir d'où on vient et d'où viennent les choses. Pour finir, je suis ici, pas pour ceux qu'on ne voit pas, parce que c'est vrai qu'en étant chaman, on parle de monde visible ou invisible, mais pour ceux qu'on n'entend pas, parce que je les entends, moi, ces arbres, je les entends, ces rivières, je les entends, ces montagnes. Et vraiment, le message que j'aimerais passer, c'est que demain, on soit tous gardiens. Merci.